Dimanche 29 mars, J+29. Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, prend la parole. L'ennemi envoie publiquement des messages de négociation et de dialogue, tout en planifiant secrètement une offensive terrestre. Pause. Nos hommes attendent l'arrivée des soldats américains sur le terrain pour les attaquer et pour punir une bonne fois pour tous leurs alliés régionaux. Relisez cette phrase, lentement. L'Iran ne dit pas « Nous nous défendrons si vous attaquez ». L'Iran dit « Nos hommes attendent ». Présent, actif, préparé, anticipé. Ce n'est pas une posture défensive, c'est une invitation au combat. Et dans le même temps, le Washington Post révèle que des commandants militaires américains de haut rang ont soumis des demandes spécifiques pour des opérations terrestres en Iran. L'USS Tripoli, navire d'assaut amphibie transportant 3500 marines et marins, est arrivé dans la région vendredi. 3 navires de guerre supplémentaires transportant 2200 marines ont quitté la Californie. Trump dit qu'il voit un accord. Rubio dit « pas de troupes au sol ». Hegseth dit « toutes les options restent sur la table ». 3 membres de la même administration, 3 messages différents, le même jour. Je suis Georges. On décrypte tout. Maintenant. Ce que le Pentagone prépare vraiment. Mettons de côté les déclarations publiques et regardons les faits. Le Washington Post, citant des responsables américains anonymes, rapporte que le Pentagone se prépare à des opérations terrestres de plusieurs semaines en Iran. Des commandants ont soumis des demandes spécifiques pour assurer la disponibilité opérationnelle de leurs unités. Des sites de détention pour d'éventuels prisonniers iraniens ont été identifiés. CBS News précise la nature de ces plans. Pas une invasion à grande échelle, mais des raids conduits par des forces spéciales et d'autres unités de combat. Le Wall Street Journal confirme que la 82e division aéroportée est en cours de mobilisation. Ce sont les mêmes parachutistes d'élite, capables d'être projetés en moins de 18 heures n'importe où sur la planète, dont nous avions analysé le rôle potentiel dans le script 40 sur l'île de Kharg. 3 scénarios d'opérations terrestres circulent dans les analyses militaires. Scénario 1, les raids de forces spéciales. Opérations ciblées sur des sites spécifiques. Stock d'uranium enrichi, installation de production balistique, nœud de commandement du CGRI. Objectif, détruire ce que les frappes aériennes n'ont pas pu atteindre. Durée, quelques jours à quelques semaines. Scénario 2, la prise de l'île de Kharg, l'île pétrolière stratégique, par laquelle transitent 80 à 90% des exportations pétrolières iraniennes. Objectif économique, couper les revenus du régime sans envahir le territoire continental. Une opération chirurgicale avec une logique de pression maximale. Scénario 3. La sécurisation d'Ormuz par voie terrestre. Prise de contrôle des côtes iraniennes qui surplombent le détroit pour garantir la liberté de navigation sans dépendre d'un accord iranien. La version la plus ambitieuse et la plus risquée. Rubio a dit vendredi que les objectifs pourraient être atteints sans troupes au sol. Mais ce qu'il n'a pas dit, c'est que ces objectifs ne sont pas encore atteints. La réponse iranienne préparée. L'Iran ne dit pas qu'il résistera, il dit qu'il attend. Cette distinction est fondamentale. La résistance est réactive. Elle répond à une attaque. L'attente est anticipatrice. Elle prépare une réponse avant même l'attaque. C'est ce qu'on appelle en doctrine militaire une défense en profondeur active. L'Iran a 80 millions d'habitants, un territoire de 1,6 million de kilomètres carrés, plus de 3 fois la France, des chaînes de montagnes, des déserts, des villes de plusieurs millions d'habitants. Un réseau de tunnels souterrains construit depuis des décennies précisément pour résister à une invasion. Les précédents sont là pour illustrer ce que attendre des soldats signifie en pratique. En 2003, les États-Unis ont envahi l'Irak avec 180 000 soldats. Ils pensaient en avoir pour quelques semaines. Ils sont restés 20 ans. Le pays comptait 25 millions d'habitants. L'Iran en a 90 millions, 3 fois plus.
En 2001, les États-Unis ont envahi l'Afghanistan, un pays de 38 millions d'habitants. Après 20 ans et des milliers de pertes, ils sont partis sans avoir atteint leurs objectifs. L'Iran a étudié ses précédents. Il a construit sa doctrine de résistance précisément à partir de ces leçons. La guerre asymétrique, les milices distribuées, les drones low cost, les dispositifs de blocage maritime, la mobilisation populaire. Et maintenant, Ghalibaf dit « Nos hommes attendent ». Ce n'est pas une menace vide, c'est l'énoncé d'une doctrine préparée. Les nouvelles cibles iraniennes. Pendant que le scénario terrestre se profile, l'Iran continue d'élargir sa liste de cibles. Les universités américaines. Les gardiens de la Révolution ont posé un ultimatum dimanche. Condamner officiellement avant lundi 30 mars à midi les frappes sur les universités iraniennes ou voir les universités américaines dans la région subir des représailles. L'Université de technologie d'Ispahan et l'Université des sciences de Téhéran auraient été touchées par des opérations américano-israéliennes. En représailles, l'Université américaine de Beyrouth et celle de Madaba en Jordanie ont immédiatement basculé en cours en ligne. C'est une escalade symbolique majeure. Les universités sont des institutions civiles. Les cibler, même de façon implicite, franchit une ligne que le droit humanitaire international tente de protéger. Les hôtels du Golfe hébergeant des militaires américains. Le CGRI a également prévenu que les hôtels du Golfe accueillant des troupes américaines étaient désormais des cibles légitimes. Nous recommandons de quitter de toute urgence les lieux où sont stationnées les troupes américaines. C'est un message simultanément adressé aux civils pour les pousser à s'éloigner des forces américaines et au gouvernement du Golfe pour les forcer à faire un choix, accueillir des soldats américains sur leur sol ou maintenir la neutralité. L'AWACS abattu en Arabie saoudite. Ce dimanche, l'Iran a revendiqué avoir neutralisé un avion américain AWACS dans une base saoudienne. Un AWACS, aéronef de surveillance et de contrôle de l'espace aérien, estimé à 700 millions de dollars. Si confirmé, c'est la perte la plus coûteuse du conflit côté américain depuis le début des opérations. La contradiction américaine. Trump dit qu'il voit un accord, Rubio dit pas de troupes au sol, Exet dit toutes les options sur la table et le Pentagone prépare des opérations terrestres. Comment ces quatre réalités coexistent-elles? La réponse est dans la doctrine Trump que nous avons analysée dans plusieurs scripts précédents. L'ambiguïté stratégique délibérée. Trump maintient simultanément plusieurs options ouvertes pour maximiser la pression sur l'Iran. Si l'Iran pense qu'une offensive terrestre est possible, il est plus incité à négocier. Si l'Iran pense que Trump va vraiment frapper les centrales, il est plus incité à laisser passer les pétroliers. Mais cette ambiguïté a un coût. Elle crée de l'incertitude pour les alliés, pour les marchés, pour l'opinion publique américaine. Un sénateur américain cité par CNN, « C'est l'un des moments les plus déterminants que j'ai jamais vus. » Ce n'est pas un commentaire enthousiaste, c'est une mise en garde. 59% des Américains disent que le conflit est allé trop loin. La CEPAC s'est fissurée. La droite américaine se divise. Les marchés oscillent à chaque tweet de Trump. Et maintenant, l'hypothèse d'une opération terrestre se profile, avec ce que ça implique, des pertes américaines au sol sur le territoire iranien. Des corps qui rentrent à Dover, des familles qui perdent des proches dans un conflit que la majorité des Américains rejettent déjà. Trump sait tout ça. C'est peut-être pourquoi il parle encore d'accord, même quand tout indique que le 6 avril arrivera sans accord. La diplomatie d'Islamabad. Pendant que les tambours de l'escalade terrestre résonnent, quelque chose se passe à Islamabad. Des responsables turcs, pakistanais, égyptiens et saoudiens ont commencé à se réunir dimanche dans la capitale pakistanaise. Des discussions approfondies sur la sortie du conflit. Des échanges qui se poursuivront lundi. C'est la réunion de médiation la plus importante depuis le début du conflit. 4 pays, dont 2 membres de l'OCI, Organisation de la coopération islamique, un médiateur historique, la Turquie, et un allié américain clé, l'Arabie saoudite.
Ce quadrilogue ne négocie pas directement avec l'Iran, mais il cherche une formule de sortie qui permettrait à toutes les parties de sauver la face. La formule évoquée discrètement dans les couloirs diplomatiques, un cessez-le-feu de facto sans papier signé. L'Iran laisse passer plus de navires à Ormuz, sans reconnaître officiellement la souveraineté américaine sur le détroit. Washington suspend ses opérations sur les centrales, sans reconnaître les conditions iraniennes. Chacun annonce ce qu'il veut. C'est exactement le type de sortie, sans vainqueur ni vaincu, que la diplomatie de couloir peut produire, et que la diplomatie publique ne peut pas. Mais il y a un obstacle majeur que ces 4 médiateurs ne peuvent pas contourner. Israël n'est pas dans la salle, et Israël, comme nous l'avons analysé, n'a pas le même agenda que Washington. Netanyahou opère. Ces opérations créent des faits sur le terrain, et chaque fait nouveau rend la formule diplomatique plus difficile à trouver. Le deuxième mois commence. Aujourd'hui, 30 mars, ce conflit entre dans son deuxième mois. Trump avait dit le 1er mars, « Les objectifs pourraient être atteints dans 4 semaines. » 4 semaines sont passées. Bilan. Hormuz est toujours quasi bloqué. Le pétrole est toujours à 107 $. L'Iran n'a pas capitulé. Le nouveau guide suprême n'est toujours pas apparu en public. Le plan en 15 points a été rejeté. L'ultimatum du 6 avril approche. Et maintenant, le scénario d'une opération terrestre se profile. Ce n'est pas la victoire rapide annoncée, mais ce n'est pas non plus la défaite. Militairement, 85% des systèmes de défense anti-aérienne iraniens neutralisés, 70% des capacités balistiques réduites, 120 navires neutralisés. La capacité offensive de l'Iran est considérablement diminuée. Le problème, que nous avions analysé dans le script 40 sur la guerre asymétrique, c'est que l'Iran n'a jamais besoin de gagner militairement. Il doit juste tenir assez longtemps pour que la pression économique mondiale force une sortie diplomatique. 107 $ le baril, qu'à 84% d'effondrement du trafic à Hormuz. Hiver 2025-2026 rigoureux en Europe. Réserve de gaz à 30% de capacité. Production agricole mondiale sous pression. L'Iran tient. Et en tenant, il force la question du sol. Ce que ça dit de la suite. J+30. Voici les 3 chemins possibles pour les 10 prochains jours. Chemin 1. L'accord du 6 avril. Islamabad produit une formule de sortie acceptable. L'Iran laisse passer les pétroliers. Trump annonce la victoire. Les opérations sur les centrales sont suspendues. Le pétrole redescend à 80 $. Les marchés remontent. Tout le monde sauve la face. Problème. Israël continue d'opérer. Hormuz reste partiellement contrôlé par l'Iran et la question nucléaire n'est pas résolue. Chemin 2, l'escalade du 6 avril. Trump frappe les centrales électriques iraniennes. 90 millions de civils sans électricité. L'Iran active les Houthis sur Bab el-Mandeb. Les 2 détroits bloqués simultanément. Crise économique mondiale de première magnitude et la question du sol devient inévitable. Chemin 3, le bourbier. Ni accord, ni escalade massive, les opérations continuent à bas bruit. Des raids de forces spéciales américaines en territoire iranien. Des pertes des 2 côtés. Une guerre qui dure, pas assez intense pour forcer une décision, pas assez calme pour permettre une sortie. Ce que les analystes militaires appellent un conflit de basse intensité prolongée et ce que les historiens appellent généralement un bourbier. Trump ne veut pas du chemin 2, trop coûteux économiquement et politiquement. Il ne veut pas du chemin 3, trop long, trop de pertes, trop contraire à sa promesse d'une guerre rapide. Il veut le chemin 1. Mais le chemin 1 nécessite que l'Iran fasse un geste que ses propres responsables ont répété publiquement qu'ils ne feront pas, négocier sous la contrainte. Dans 10 jours, on saura lequel des 3 chemins a été emprunté. Ce que pense la population iranienne, il y a une voix que ce conflit étouffe systématiquement, pas celle des dirigeants iraniens, pas celle des analystes occidentaux, celle des 90 millions d'Iraniens ordinaires qui vivent sous les frappes et qui regardent maintenant le scénario d'une opération terrestre se profiler. Ce qu'on sait malgré le blackout.
L'Iran vit sous un blackout Internet quasi total depuis 30 jours. Les informations qui sortent passent par des VPN, des correspondants de l'AFP sur place et des témoignages de la diaspora. Elles sont donc partielles, sélectives, impossibles à vérifier complètement. Mais elles dessinent un tableau cohérent. Farzaneh, 62 ans, habitante d'Ahvaz, au sud-ouest de l'Iran, citée par l'AFP. Les gens se réveillent chaque jour inquiets devant un avenir incertain. Personne ne souhaite vraiment la guerre qui ne saurait apporter de vraies solutions à nos problèmes. Ce témoignage, bref, sobre, dit quelque chose d'essentiel. Cette femme ne dit pas « Vive la résistance », elle ne dit pas « Vive l'Amérique », elle dit « Personne ne veut de ça ». Le paradoxe iranien que Trump n'a pas anticipé. Trump a dit depuis le début que les Iraniens allaient accueillir la liberté, que les frappes créeraient les conditions d'un soulèvement populaire, que le peuple iranien renverserait le régime de l'intérieur si on affaiblissait suffisamment la direction. Ce scénario ne s'est pas produit, et il ne se produira probablement pas, pour des raisons que l'histoire enseigne clairement. Il y a un paradoxe bien documenté dans les conflits armés. Une population qui était prête à renverser son gouvernement de l'intérieur peut se souder derrière ce même gouvernement face à une agression extérieure. Pas par idéologie, par instinct de survie et de dignité nationale. En décembre 2025 et janvier 2026, des centaines de milliers d'Iraniens étaient dans les rues pour renverser le régime. Le mot d'ordre était « mort à la dictature ». Le 28 février, les États-Unis et Israël ont lancé l'opération Epic Fury. Et depuis, les manifestations antigouvernementales ont cessé, non pas parce que le régime est devenu populaire, mais parce que les Iraniens ne veulent pas être vus comme des collaborateurs d'une puissance étrangère qui bombarde leur pays. C'est la leçon que Washington n'a pas retenue de l'Irak, de la Libye, de l'Afghanistan. Ce qu'une opération terrestre produirait. Maintenant, imaginez des soldats américains sur le sol iranien. L'Iran n'est pas l'Irak de 2003. Ce n'est pas un pays divisé entre ethnies rivales, épuisé par 12 ans de sanctions et fragilisé par un dictateur isolé. C'est un pays de 90 millions d'habitants avec une histoire de 2500 ans, une fierté nationale profondément ancrée et une mémoire vive de la guerre Iran-Irak des années 1980, où 1 million d'Iraniens ont perdu la vie en résistant à une invasion. Des soldats étrangers sur le sol iranien, quel que soit l'état du régime, quel que soit le niveau de mécontentement populaire contre les mollahs, est le scénario le plus susceptible de transformer la population iranienne en masse combattante. Pas pour le régime, pour le territoire, pour la dignité, pour la mémoire des ancêtres. Ce que dit la population iranienne à l'étranger. La diaspora iranienne, plusieurs millions de personnes en Europe, en Amérique du Nord, en Australie, est profondément divisée sur ce conflit. Certains soutiennent les opérations américano-israéliennes comme seul moyen de renverser un régime qui a tué des milliers de manifestants. À Londres, le 28 mars, des manifestants de l'opposition iranienne ont soutenu les frappes et appelé à reconnaître le gouvernement provisoire du CNRI. D'autres, même parmi les opposants les plus farouches au régime, rejettent une invasion terrestre. Leur argument, vous pouvez renverser un gouvernement depuis les airs. Vous ne pouvez pas construire une démocratie avec des tanks étrangers. Ce que vous construirez, c'est une résistance armée qui durera des générations. La leçon que Galibaf connaît. Quand Galibaf dit « nos hommes attendent », il ne parle pas seulement de l'armée régulière ou du CGRI, il parle de quelque chose de plus profond. Il parle de la mobilisation populaire qui se produirait automatiquement si des soldats américains mettaient le pied sur le sol iranien. C'est exactement ce qu'a produit l'invasion américaine en Irak, un pays bien plus fragmenté que l'Iran, des milices, des insurgés, des réseaux de résistance qui ont coûté des milliers de vies américaines pendant 20 ans. En Iran, avec une population plus homogène, une culture nationale plus unifiée et une tradition de résistance à l'envahisseur étranger inscrite dans l'ADN collectif depuis Xerxès, ce phénomène serait amplifié. Trump veut une guerre rapide, une victoire nette, un accord, ce que la population iranienne et l'histoire lui offriraient à la place si des soldats mettaient le pied sur son sol.
exactement ce qu'il veut éviter. Un bourbier long, coûteux, impossible à terminer proprement. C'est peut-être la vraie raison pour laquelle, malgré toute l'ambiguïté stratégique, malgré les 10 000 soldats supplémentaires, malgré l'USS Tripoli et la 82e division aéroportée, aucun soldat américain n'a encore mis le pied en Iran. Et pourquoi Rubio dit « pas de sol », même quand Hegseth dit « toutes les options ». Nos hommes attendent l'arrivée des soldats américains sur le terrain. Cette phrase de Galibaf résume le début du deuxième mois de ce conflit. Un mois de frappe aérienne, un mois d'Ormuz quasi bloqué, un mois de pétrole à plus de $100, 3 ultimatums, 3 reports, un plan en 15 points rejeté, des troupes qui arrivent, et une formule diplomatique qui se cherche à Islamabad. Trump dit « accord ». Rubio dit « pas de sol ». Hegseth dit « toutes les options ». Et Galibaf dit « nos hommes attendent ». Ces 4 phrases définissent l'état du monde au J+30. Et quelque part entre elles, la décision la plus conséquente de la présidence Trump doit être prise avant le 6 avril à 20h, heure de Washington. Sol ou paix. Il n'y a plus beaucoup d'autres options. Likez, partagez, laissez un commentaire, un mot ou un cœur. C'est ce qui permet à cette chaîne de continuer. Je suis Georges. On se retrouve le 6 avril.